Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Monsieur Bourgirou. Bonjour, Monsieur Kent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oh, Steven, j'ai mal dit, excusez-moi. Steven, non, c'est pas grave. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je vous en Donc, prie. donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors, mon nom, c'est André Brugiroux. Se présenter, c'est jamais facile. J'ai plusieurs points pour me présenter, mais si je résumais en fin de vie comment me présenter, je dirais, finalement, ça va vous faire sourire. C'est pas la mode. Je suis un apôtre. Ouais, ça peut surprendre. Alors, j'ai passé ma vie, moi, j'ai réalisé mon rêve de départ, c'est-à-dire, et c'est pas que de moi ce rêve, mais de visiter tous les pays et tous les territoires du monde, sans exception. Alors, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, faire le tour du monde et tout ça, ça ne veut plus rien dire du tout. On sait ce qu'on va voir avant d'arriver, il n'y a qu'à taper sur Google, on a tous les renseignements, les guides de routard, je veux dire, on n'en rate pas une. Bon, et puis on part avec la balise Argos dans le blue jean, on part avec le portable, on voit maman depuis l'Australie, on lui raconte qu'on n'a pas pris son café. Enfin, moi je suis parti en 55. Alors, je ne veux pas jouer au vieux schnock, mais je regrette de dire qu'en 55, on n'avait pas vu des avocats en France encore, et des choses comme ça. Donc c'est une époque, il n'y avait pas de guide de routard. On voyageait pas, on reconstruisait encore le pays de la guerre. C'était pas une mode quoi. Et donc, moi, quand j'ai dit, par exemple, mon premier pays à l'âge de 17 ans, je suis parti à 17 ans, 10 francs en poche, j'ai dit, je vais en Écosse. Et là, les gens s'accrochaient à moi, mais non, tu vas traverser la Manche, tu vas jamais revenir vivant. Voilà l'état d'esprit de la chose. J'étais en Allemagne, par exemple, pour apprendre l'allemand, un peu après. Au début, j'ai appris des langues. Mais j'allais voir, ça va faire sourire, ça. Mais j'allais pas seulement apprendre l'allemand parce que c'est une langue difficile et jamais fait à l'école. Je voulais voir si j'étais capable d'apprendre tout seul. Mais j'allais voir aussi l'ennemi. Vous voyez l'état de choses. Donc moi j'ai voyagé, ça s'est découpé en deux parties en fait. J'ai rien planifié pour commencer. Tout s'est enchaîné malgré moi. Et je dois dire que dans la vie, on fait pas. Je pense qu'on a un petit pointillé en tracé. J'aime pas les grands mots, mais c'est un peu ça, comme ça que je le sens. J'ai obéi à un destin, parce que j'aurais voulu faire tout ce que j'ai fait, impossible. Mais j'ai obéi à mon destin, et l'art de vivre, en fait, c'est d'être sur son pointillé ou dans son couloir qui est prévu pour chacun. Si on sort de ça, ça grésille, on est mal dans sa peau. Mais moi, j'ai toujours été bien dans ma peau parce que j'étais en accord avec moi-même et avec ce que je faisais, même si ce que je faisais n'était pas habituel. Donc, il y a eu une première période de 18 ans. Mon premier voyage a duré 18 ans sans rentrer à la maison. Je pars en 55, 10 francs en poche. Mon père n'est jamais sorti du jardin, c'est un paysan auvergnat. C'est pas lui qui m'a parlé voyage. Et donc, je suis rentré 18 ans plus tard parce que les choses se sont enchaînées. Il faut dire que j'avais fait l'école hôtelière à Paris par mégarde, mais en tout cas, ça m'a mis le pied à l'étrier parce que ça me permettait de trouver du travail à l'étranger. J'y allais sans papier, sans rien comme ça. Mais quand on est dans l'hôtellerie, on trouve tout de suite, même aujourd'hui pour ceux qui veulent bosser. Enfin, il y a le Covid, d'accord. Donc, j'ai passé les 7 premières années à apprendre des langues. L'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. J'ai travaillé 2 ans dans chaque pays. Entre l'Espagne et l'Allemagne, j'ai passé 2 ans au Congo. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir, il y avait le service militaire. Et donc, j'ai connu le Congo au temps de la colonie. Tout ça, ça paraît vieux, mais c'était les 2 dernières années. Au bout de 9 ans donc d'apprentissage, si on veut, alors j'ai appris à me débrouiller, à parler des langues, et je me suis demandé, et qu'est-ce que je fais maintenant? Finalement, je voulais refaire un peu d'anglais, et les États-Unis m'ont pas donné le visa, donc j'ai atterri au Canada sans papier à nouveau. Et là, j'ai travaillé 3 ans, et je me suis aperçu qu'on payait plus au Canada qu'en Europe. Ou disons que la différence entre le coût de la vie et les salaires était plus large. J'ai compris que enfin, eh bien, je pouvais économiser pour mon rêve.
qui était toujours derrière la tête, de voir le monde. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, j'ai même trouvé une place de traducteur. C'est pas en France que je vais trouver une place de traducteur sans le bac. Mais en tout cas, avec mes économies de 3 ans, j'ai tenu les 6 dernières années des 18 ans sans travailler. C'est-à-dire que de 67 à 73, j'ai visité le monde en stop. J'ai parcouru en tout 400 000 kilomètres, c'est-à-dire la distance de la Terre à la Lune en stop. Dans mon style à moi, c'est-à-dire que j'ai jamais dormi à l'hôtel. Alors, comme quoi l'école hôtelière peut servir. Et je dépensais au compte-gouttes à l'époque le dollar par jour. C'est-à-dire que moi, je ne mangeais pas dans les restaurants, je mangeais dans les carrioles de bord de route, enfin les choses comme ça. Donc, et le stop. Alors, le problème, c'est que les 2 tiers de la Terre n'est pas de la Terre, c'est de l'eau. J'ai donc dû faire aussi du bateau stop, de l'avion stop. Le but je me suis posé la question, alors, je ne veux pas détailler mon histoire, mais je me suis retrouvé quand même, il faut voir l'état du monde, je me suis retrouvé 7 fois en prison. Là, on ne me voit pas, mais j'ai l'air très dangereux. On m'a pris pour pirate de l'air, guerriero. Je me suis retrouvé avec une baïonnette entre les 2 yeux en Afghanistan, au pied des Bouddhas qui n'existent plus d'ailleurs, que moi j'ai vu. J'ai été 7 mitraillettes dans les côtes au Venezuela, ils m'ont pris pour un castriste. Et là-bas, ils tirent d'abord avant de questionner. Coup de peau ce jour-là, ils ont questionné d'abord. J'ai été vivre aussi, alors il y a ce côté, moi je ne cherche pas l'aventure, ça ne m'amuse pas d'avoir des mitraillettes dans les côtes, j'attire la ferraille. Un revolver dans le dos, une baïonnette entre 2 yeux, non, ça ne m'amuse pas. Je suis plutôt je dirais, ça va surprendre, mais un étudiant. Ce qui m'a motivé, c'est une insatiable curiosité d'esprit qui est toujours là aujourd'hui. J'ai voulu connaître le monde pour apprendre, comprendre. Et je me suis posé la question, alors j'ai été vivre pour ça, il y a un tas d'expériences. J'avais été vivre un temps chez les Bonzes à Bangkok pour connaître le bouddhisme. J'ai travaillé dans un kibbutz en Israël. J'ai été vivre dans les écoles de yoga en Inde. J'ai été rencontrer le fameux docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, que les jeunes ne savent même pas qui c'est aujourd'hui. Il y a un tas d'expériences comme ça. J'étais vivre chez les soi-disant coupeurs de tête à Bornéo. Donc, j'ai voulu rencontrer les hommes. Alors, je me suis posé la question, excusez-moi, pourquoi j'ai fait tout ça? Et tout le monde se la pose, mais pourquoi tu as fait tout ça? Eh bien, en fait, la vraie raison des vraies raisons, c'est que je suis né avant la guerre. Tout ça, c'était inconscient. Là, je raconte à l'arrivée, mais au départ, ce n'était pas conscient. Je suis né avant la guerre. Alors, la deuxième, je précise quand même. Et j'ai voulu, ce que j'ai fait, ce n'est pas un tour du monde, c'est un tour des hommes. J'ai voulu, en fait, inconsciemment, je répète, rencontrer les hommes du monde entier pour savoir si un jour ils vont être capables d'établir la paix, oui ou non. Toute notre histoire jusqu'à date, c'est une bataille de chiffonniers. Est-ce que la paix est possible? Ça intéresse peu de monde, je vois. Pourtant, moi, ça me paraît important, surtout avec les moyens de destruction qu'on a aujourd'hui et les fous qui nous gouvernent. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire. Et j'en ai tiré une conclusion très simple. La Terre n'est qu'un seul pays. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Il n'y a qu'une espèce humaine, alors je dis des banalités, mais moi j'ai pu le vérifier, c'est ça, sur le tas. Donc, la réponse, c'est que, alors la réponse, est-ce que la paix est possible? Elle paraît surprenante, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, parce que je vois ce qui se passe non plus. La paix, ma conclusion à moi, la paix est non seulement possible, elle est inévitable. Je vais le répéter parce qu'on entend ça nulle part. La paix se fera. Bon, il ne faut pas rêver non plus, je vais passer par un utopiste, elle ne va pas se faire par idéal, bon sens ou intelligence, il n'y en a plus. Elle se fera, je pense, il va falloir une dernière fessée. Alors à chacun de juger la fessée. Mais il n'y a pas d'autre... Vous voulez dire que la nature reprend son droit, au final, on revient toujours à la Non, source? mais on a eu 2 guerres mondiales, on n'a pas compris notre bêtise et notre douleur. Alors qu'est-ce qu'il faut? Oui. Non, mais on court dans le mur, là. Vous allez voir, ça va être gigantesque. Mais après, il n'y a plus de choix, on est dans le même bateau. Voilà ce qui est nouveau. Avant, j'étais chacun dans son coin, on était séparés. Maintenant, on est tous interconnectés, il n'y a plus personne tout seul dans son coin. Il y a pas, la dernière des tribus en Amazonie, ils ont des téléphones portables, ils ont des transistors, ils voient des avions au-dessus de la tête, ils ramassent le mercure dans leur rivière. On est tous connectés, il n'y a personne qui est dans son coin. Donc, c'est ça qui a changé radicalement. Il n'y a plus de distance. Voilà le fait dont il faut tenir compte. Alors, pourquoi je dis que la paix va se faire? C'est parce que, vous n'allez pas croire, mais j'ai trouvé une réponse à ça. Parce que l'important, c'est pas de savoir que la paix va se faire.
L'important, c'est de savoir comment la faire. Comment? Soyons pratiques au moins une fois. Eh bien, au cours de mon voyage, je n'étais pas parti pour ça. J'ai découvert qu'en Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui, au 19e siècle, il y a eu une révélation. Alors, ça peut faire sourire, révélation, mais on ne dit pas à l'école, mais il n'y a pas eu pas de grande civilisation sans la révélation. Moi, dans l'histoire, j'ai vu qu'on parlait de civilisation chrétienne, islamique, bouddhique, judaïque, hindouiste. Ce n'est pas les discours à Nabucodonosor qui font des civilisations ou à Jean-Paul Sartre. Donc, il y a eu une révélation. Alors, cette révélation, la religion, si vous voulez, pour parler, j'aime pas ce mot de religion parce qu'il pue et il est mal employé, et quand on en parle dans les médias, ce dont on parle, c'est pas de la religion, c'est tout le cirque qui est autour, tout le fatras des clergés. La religion, c'est tout simplement pour moi avoir bon caractère et servir l'humanité. Mais pour ça, il faut des directives. Donc, dans cette révélation qui s'appelle, alors je vais donner le nom qui est pratiquement inconnu en France pour l'instant, la révélation Baha'i. B-A-H-A apostrophe I, Baha'i, au 19e siècle. Alors, je dirais, il n'y a rien de nouveau au niveau des valeurs. Chacun les a eues par son propre canal. On retrouve les valeurs de l'islam, des chrétiens, des bouddhistes, des hindous, des juifs, tout ça, on retrouve les mêmes. C'est redit, mais pour l'ère moderne, en plein pour esprit adulte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tous ces sens cachés et ces paraboles nécessaires dans le passé pour des esprits enfantins. C'est dit en plein, c'est-à-dire que les nuages sont enlevés, il y a plus de... Les choses sont claires. Bon, déjà c'est important. Comprendre qu'est-ce qui a été dit avant. Maintenant, la deuxième chose, et c'est ça que j'ai vérifié, pour la première fois dans l'histoire de la religion, c'est le même livre d'instruction pour tout le monde, il n'y a pas 36 religions, c'est le même bouquin Return to What, sauf que ce livre, comme tous les livres, et comme les miens d'ailleurs, a beaucoup de chapitres. Et au fur et à mesure que l'humanité progresse, un nouveau chapitre s'additionne. Ils sont tous bons en leur temps, et aujourd'hui, ces écrits pareils, donc, seraient le chapitre pour aujourd'hui. Mais pas le dernier, l'humanité va continuer, donc il y aura besoin de renouveler à nouveau, parce que aussi, les religions, pour moi, c'est comme une pile de transistors. Au début, la pile est neuve, la musique est chouette dans le transistor, mais quand la pile est usée, on a envie de foutre le transistor en l'air. C'est ça que la Révolution française a voulu faire. La religion de l'époque devenait intenable et ne servait plus l'humanité, ils ont voulu tout foutre en l'air. Non, soyons intelligents, il s'agit de changer la pile. Ce que j'ai trouvé, c'est que la pile a été changée. Dans cette révélation, Baha'i, donc, a été proposé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un plan administratif mondial pratique pour gérer cette terre comme une seule entité politique. C'est pas beau ça? Je vous dis tout de suite, je ne vais pas entrer dans les détails, ça n'a rien à voir, mais rien avec nos magouilles d'aujourd'hui. On continue à vouloir gérer le monde avec le président, le roi, le dictateur. Mais ça ne marche pas, arrêtons. Il proposait un système plus collectif et révolutionnaire même. Alors moi, je suis pratique. J'ai dit, ça c'est bien beau dans les écrits, j'ai voulu voir si ça marchait. Et comme j'ai continué mon tour du monde, je me suis aperçu que ce plan se développait dans le monde entier, mais il ne fait pas de bruit. Alors, il ne s'agit pas de monter sur les barricades avec des fusils, tirer des coups de feu. Ça sert à rien. Ça. Mais le plan est en train de se développer. C'est ça que j'ai vu. Donc, c'est ça mon espoir. Et donc, la deuxième partie, je suis rentré fin 73. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans mon premier voyage, moi, j'ai vu le monde de rêve qu'on a en tête qui n'existe plus. Maintenant, il y a un monde fou dans tous les trucs. J'ai dormi dans les ruines de Machu Picchu. Vous ne pouvez plus le faire, ça. Il y a la queue et des choses comme ça. Donc, j'ai eu la chance. Il n'y avait que 4 milliards, il y a 7 milliards, il y a 4 milliards et quelques d'habitants à l'époque. Donc, il y avait de la place. Il n'y avait pas tous ces avions dans tous les sens. Enfin, ça n'existe plus, ce monde-là. J'ai vu Tahiti, par exemple, l'île de Bora Bora, il y avait juste des vieilles cabanes de pêcheurs. Allez-y maintenant, si vous n'êtes pas dans l'hôtel de luxe, vous n'avez pas le droit de vous baigner dans le coin. Enfin voilà, parce que alors la deuxième partie de ma vie, je suis rentré fin 73, je faisais le tour de ma taille avec mes doigts, j'avais attrapé une dysenterie pas soignée parce que je n'avais pas les médicaments qu'il fallait à l'époque non plus. La deuxième partie de 73, je me suis retapé en 74, j'ai recommencé en 75 jusqu'à l'année 2019. C'est assez amusant, mais en 2019,
j'avais 82 ans, j'estimais que c'est fait, j'arrête. J'ai eu le flair parce que le Covid nous a mis tout de suite au pas et nous a bloqués. Donc la deuxième partie, ça paraît gros à dire, j'étais encore plus motivé que la première. C'est-à-dire qu'il me manquait des pays avec la première parce que je suis rentré furieux. Au bout de 18 ans, il m'en manquait. Je voulais tous les voir. Donc, la deuxième partie avait la même motivation, cette insatiable curiosité de découvrir, d'apprendre, de connaître. Et je voulais partager ce message Baha'i qui, à mon avis, répond tout à fait aux besoins du jour. Maintenant, c'est à chacun de juger. Mais je ne peux pas me taire. Quand je trouve une solution pareille, c'était mon Graal, ça a été ma toison d'or. La seule chose qu'il y a, je vais m'arrêter là-dessus, je ne veux pas raconter, il y a tellement raconté, mais la seule chose qu'il y a pour bien voyager, c'est pas la peine d'avoir des belles pattes au gaz, maintenant ça se met plus, des bonnes godasses, des sneakers, je sais pas comment ils appellent ça, là. Les noms ont changé. C'est pas la peine d'avoir des beaux sacs à tubulure. Moi j'avais un sac qui était avec des bretelles qui tiraient, il était sur mes reins, c'était un sac à reins. Et en tout cas, c'est pas la peine d'avoir tout ce beau matériel. L'important pour bien voyager, c'est d'aimer les gens, parce qu'ils vont répondre. Voilà. Bon, Giroud, vous êtes réputé pour avoir fait tous les pays du monde. Oui. Au départ, quand vous avez commencé cette aventure, enfin, le fait de faire tous les pays du monde, pour vous, c'était une envie de découvrir tous les pays du monde, vraiment, leur Connaître l'homme, oui. oui. Et question philosophique, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain à travers toutes ces rencontres? Bah, oui, il y a des gens merveilleux partout, pour commencer. Alors, quand je dis ça dans une conférence, il y en a qui me disent il y a des cons partout. Bah, c'est implicite. Mais regardons un peu le positif. Il n'y a qu'une espèce humaine. Il n'y a qu'une seule espèce humaine, il n'y en a pas 36. J'ai un mot pour les racistes. Le raciste, c'est quoi? Alors, ça me fait marrer, ça. Il voit un gars qui n'est pas comme lui en face. Parce que lui, bien sûr, le raciste, c'est l'étalon hors de la réussite sur Terre. Moi, quand je vois leur gueule, j'ai pas envie d'être comme eux. Et je le regrette de dire pour tous ces racistes, des pas comme eux, là. C'est Ils une vont en forme voir de plus en plus, une forme parce que le monde... d'ignorance, quoi. Mmh. Comment? C'est Oui, une forme le monde d'ignorance. se brasse. Mais oui, le monde se brasse. Des pas comme eux, ils vont en voir de plus en plus. Les pauvres racistes, ils vont se ronger de foi tellement que c'est eux qui vont finir à l'hôpital psychiatrique. Alors autant marcher dans le sens de l'histoire. Donc, il n'y a qu'une espèce humaine. Je dis que pour bien voyager, si on a l'habilité quand on voyage, ou même sans voyager quand on rencontre les gens, d'aller au fond du cœur des gens, mais on est partout chez soi. Moi, il n'y a pas de différence dans le fond du cœur des gens, aucune. J'ai des histoires merveilleuses d'un tas de pays, d'un tas de gens qui n'a rien à voir avec la couleur, la nationalité, la croyance. Donc, il n'y a qu'une espèce humaine. Et mon message, c'est je répète, il n'y a qu'une religion, c'est le même bouquin d'instruction. Pourquoi? Je ne suis pas prof d'histoire, mais qu'est-ce qui fait avancer l'humanité? Il y a deux forces. Parce que l'homme a une nature double. Il a le côté physique. Quand on a faim, il faut manger. Il ne s'agit pas de philosopher. Quand on a froid, ce n'est pas la peine de faire de la morale. Il vaut mieux mettre un manteau. Mais pour tous manger, il faudra aussi savoir partager. Parce que d'après les Nations Unies, on produit assez à manger pour toute la Terre. Résultat des courses, il y en a quelques-uns qui se goinfrent dans notre pays et les autres qui crèvent de faim. Voilà le monde moderne. Donc il y a deux facettes. Il y a une réponse, il y a deux forces qui font avancer la civilisation. Une qui répond, il y a la science qui répond aux besoins physiques. La science, l'homme ne trouve rien, ça existe, mais il découvre. Et il est permis à l'homme de trouver les lois scientifiques. Grâce à ces lois scientifiques, on améliore la vie de l'homme. Par exemple, avant, au temps des Grecs et des Romains, on faisait avancer les bateaux avec des rames. Et puis il y avait le gars avec son fouet qui fouettait l'esclave pour aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, on a mis des moteurs, ça va plus vite, on n'a pas besoin de fouetter l'esclave. Donc la science permet l'amélioration des conditions physiques de l'homme. C'est la moitié, elle est nécessaire, 50%. L'autre, c'est l'homme a une nature que moi j'appelle spirituelle. Alors ça en défrise les trois quarts, mais je vois pas quel autre mot. Il a une autre nature. Donc, qu'est-ce qui répond aux besoins de ça, qui nourrit ça? C'est le message spirituel qui est à la base de toutes les grandes religions. Mais on a oublié la base. C'est ça le problème, parce que si chacun se retournait vers sa base, il n'y aurait aucun conflit. Il n'y a aucune différence dans cette base de fond. Ce qui est différent, c'est des lois sociales qu'il y a aussi dans les religions, comme œil pour œil, dent pour dent, des choses comme ça, qui étaient progressistes d'ailleurs à l'époque. Donc il y a deux forces. Et c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Pour que l'oiseau vole droit, il faut que les deux ailes battent en même temps. Et l'art de vivre,
c'est pas d'être plus matériel que spirituel ou plus spirituel que matériel. C'est 50%, 50%. Voilà, que ce soit pour l'individu ou la société. Et là, le monde marchera bien. Oui. Monsieur Bourgirou, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Moi, je pense que, bon, l'important dans la vie, c'est pas de voyager, c'est d'être heureux. D'ailleurs, moi, j'ai fait ça aussi pour apprendre, mais disons-le clairement, pour le plaisir. Parce que pour faire une chose, pour toutes les choses, il y a deux conditions. D'abord, avoir envie. Si on n'a pas envie, c'est même pas la peine d'essayer. Deuxièmement, y trouver du plaisir. Donc moi, j'avais le plaisir. Donc, l'important, je disais, c'est d'être heureux. Redites-moi la question là, qui m'échappe. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Ah oui, c'est ça, je m'excuse. C'est la vieillerie, hein. Le... On a des petits trous de mémoire comme ça. Alors, le message, moi, je n'ai pas de message à donner, mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, l'important, c'est pas de voyager, je dis, c'est d'être en accord avec soi-même, mais c'est bien que les jeunes, tout jeunes, qui se prennent un an ou deux d'aller voir les autres. Mais il ne s'agit pas d'aller foutre son derrière dans un Hilton ou un Sheraton. C'est le même steak, la même flotte pour tout le monde. Non, il s'agit de partir des moyens très humbles, aller voir. Moi, j'ai visité mes frères, les autres. C'est ça que j'ai fait. C'est pour ça que mes voyages se passent bien, parce que je vais voir mes frères. Comment tu vis, toi? Et donc, si chaque jeune pouvait avoir cette chance d'aller voir un peu plus loin, il ne s'agit pas pour les Français d'aller en Belgique, c'est les mêmes frites. Mais aller se coller au cœur du Congo, ou alors dans les favelas à Rio, ou alors en Inde, à Calcutta, il y a des coins qui ne sont pas sordides. Hein. Donc, ça permettrait de faire tomber les préjugés. Parce que préjugé, c'est juger avant. Vous voyez. Donc, je pense de toute façon, le monde se brasse. Ça, c'est indéniable. On ne pourra pas arrêter ce mouvement. Mais je pense que, oui, c'est important peut-être de faire un voyage. Pas besoin de partir des années, même 3 mois, mais il faut partir seul. Il ne s'agit pas de partir avec le copain, la copine, aller s'amuser. Partir seul pour essayer de découvrir un peu quelque chose de différent. Et on viendra changer. Par exemple, toute personne qui va en Inde ne revient pas le même. Oui. Alors, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeurs? Pardon? Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeurs? Tout à fait, c'est bien dit, oui, oui, oui. On est tous interconnectés. Il y a des gens qui m'ont apporté énormément. J'ai des gens qui m'ont donné des leçons de savoir-vivre, en avoir honte. Et oui, je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont, et tous ces médecins qui m'ont soigné avec toutes mes histoires, tout ça, oui. Et des fois, c'est un geste que quelqu'un a fait, un rien, quoi. Et ça m'est resté dans le cœur, dans la mémoire, quoi. Oui, bien sûr, je suis reconnaissant, je ne suis pas tout seul sur Terre. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un thème que vous voulez évoquer, un thème qui vous tient à cœur pour conclure cette interview? Ben, moi, je veux pas. Un thème, ben, c'est mon thème, moi, c'est celui. J'ai écrit une dizaine de livres. Mon premier s'appelle La Terre n'est qu'un seul pays. C'est ça mon thème. La Terre n'est qu'un seul pays. Je pense qu'il est urgent d'y réfléchir. Moi, je ne veux pas faire de propagande ou de prosélytisme, on appelle ça. C'est pas mon cas. Je suis libre et je pense que chacun est libre de penser comme il veut. Mais je recommanderais fortement à ceux qui cherchent, qui se posent des questions, parce qu'on n'a pas de réponse avec tout ce fatras d'aujourd'hui, d'étudier ces écrits bahaïs qui, à mon avis, éclairent l'horizon de façon merveilleuse et calmeront les gens, leur donnant des réponses pour vivre eux-mêmes et pour la société. Et enlèveront toutes ces bisbilles de religion qu'il y a qui sont idiotes, quoi. Moi, je recommande fortement la lecture de ces écrits bahaïs. C'est ça mon message. Super. Bah, sur ce, monsieur Bourgirou, merci infiniment pour votre temps et partage et puis, à bientôt, quoi. Voilà, bah, merci d'avoir pensé à moi.